Voici Saint-Germain-en-Laye. On pourrait se rapprocher un peu, non? Ah oui. Plus que ça. Voilà. Voici Saint-Germain-en-Laye, où tout a commencé il y a très longtemps, au XVIe siècle. Ouh là là, t'as dû dérégler quelque chose. Au moment où vous avez franchi le seuil de l'Institut Notre-Dame. Ah oui, c'est mieux là. Sans doute ne saviez-vous pas dans quel moment de l'histoire vous êtes intervenu. Et cette histoire, elle a un début, un présent et un avenir. Et c'est un petit peu le rôle que ce film veut vous offrir pour mieux connaître cet établissement d'enseignement et d'éducation chrétienne. Les Ursulines furent créées au milieu du XVIe siècle par Angèle Mérici, une Italienne née à Brescia. Et après le Concile de Trente, tenu sous le règne en France de François Ier, les catholiques voulurent, pour lutter contre la réforme, développer l'enseignement et l'éducation de la population et des jeunes notamment, au travers d'une catéchèse. C'est remarquable. Qu'est-ce qui est remarquable? Quand on réfléchit un peu, finalement, l'existence de l'IND est encadrée par 2 conciles. Le Concile de Trente et Vatican II. Comment tu sais ça? À la fin du XVIe siècle et au XVIIe, l'ordre des Ursulines ouvre des établissements dédiés à l'éducation des jeunes filles. En 1681, Madame de Montespan demande au roi Louis XIV l'autorisation qu'une congrégation de religieuses de l'ordre des Ursulines puisse s'établir à Saint-Germain-en-Laye. Ce premier établissement est destiné à enseigner à des jeunes filles pauvres. La reine Marie-Antoinette est entourée de nombreux serviteurs. Parmi ces serviteurs, une femme tient le rôle de première femme de chambre. On l'appelle Madame Campan. Votre Majesté m'a fait demander. Oui, Madame Campan. Jeanne-Louise Henriette Genet, née à Paris en 1752. Elle entre au service de Marie-Antoinette en 1770 et deviendra sa première femme de chambre en 1786. Elle va épouser en 1774, le lendemain de la mort de Louis XV, Pierre-Dominique François Berthollet, que l'on appelait Campan. La Révolution gronde. Le peuple veut faire disparaître les privilèges de l'Ancien Régime, la noblesse et le clergé. Certaines rues sont rebaptisées. La rue des Ursulines devient la rue de l'Unité. Les révolutionnaires chassent les religieuses partout en France, et notamment les Ursulines, ferment les couvents, vendent les biens religieux. Et donc, l'école qu'avaient créée les Ursulines est obligée de s'arrêter. Lorsque la famille royale quitte Versailles pour aller aux Tuileries, elle reste au service de Marie-Antoinette jusqu'en 1792, au moment de la prise des Tuileries et de l'emprisonnement de la famille royale au Temple. Elle perd ses fonctions, bien sûr, et là, elle est obligée de s'enfuir parce que sa maison à Paris est pillée, brûlée. Elle est poursuivie par les révolutionnaires et elle va se réfugier au château de Coubertin, qui se trouve en vallée de Chevreuse. Elle n'a plus les moyens de faire vivre sa famille. Elle a à sa charge sa mère, son mari qui est malade, son fils et ses 3 nièces qui sont orphelines. Comme il lui fallait bien vivre, elle vint s'établir à Saint-Germain et elle ouvrit rue de Poissy un institut d'enseignement des jeunes filles. Elle a beaucoup de succès avec ses méthodes éducatives et elle est obligée de s'installer ailleurs. C'est là qu'elle loue l'hôtel de Rohan. Tu sais où se trouve l'hôtel de Rohan? Non. À Rohan? Non, il est là, juste à côté, au 42 rue de l'Unité. Tu sais où est la rue de l'Unité? C'est la rue des Ursulines. Sauf qu'elle a été rebaptisée lors de la Révolution. Tu sais
sais quelle est la devise des Rohan? Oui! Ah bon? Tu connais la devise des Rohan? Oui! Oh! Du fait de la qualité de son enseignement, Madame Campan se vit confier très rapidement des jeunes filles de la société. Elle va accueillir en particulier la fille de Joséphine de Beauharnais, donc la belle-fille de Napoléon. Je suis venue m'installer ici à Saint-Germain-en-Laye pour créer cette institution de jeunes filles avec un internat pour donner à toute cette jeunesse une formation avec des valeurs et en même temps de l'éducation et de l'enseignement. Donc j'ai beaucoup participé à l'enseignement des langues vivantes, notamment de l'italien et de l'anglais. Nous avons accueilli des élèves qui parfois ne pouvaient pas payer la scolarité, donc il y avait des aides, mais aussi des élèves de milieu de la noblesse dont les parents étaient tout à fait prêts à nous aider. Et une fois arrivées, elles étaient donc toutes internes, elles étaient toutes habillées de la même façon, avec un uniforme, d'une grande tunique blanche. Et puis, en fonction de leur mérite, elles avaient des ceintures de couleurs différentes. Les élèves étaient divisés en plusieurs groupes selon leur âge. Tu savais que les élèves étaient regroupés par la couleur des ceintures? C'est pour ça qu'on a des couleurs sur les portes de nos classes? Ah non, pas du tout. Non, 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 ça n'a rien à voir. Tu sais pas tout. Il faut retourner au musée. Le Perron Rose était l'endroit où chaque année, en fin d'année, nous récompensions toutes les jeunes filles qui méritaient des mentions honorables. Nous souhaitions beaucoup que ces jeunes filles manifestent des qualités importantes et pour nous les plus importantes, c'était la douceur, l'indulgence et la politesse. La récompense la plus importante, c'était de recevoir une simple rose en tissu qui était remise à l'élève la plus sympathique, la plus gentille avec ses camarades et avec le personnel de l'établissement. Moi, je l'aurais peut-être eu la rose. Ça m'étonnerait. Tu la ramènes trop. Dans son pensionnat, Madame Campan accueille jusqu'à 300 élèves. Et elles apprenaient quoi? On y enseigne la religion, l'histoire, la géographie, la grammaire, l'orthographe, les sciences, mais aussi les langues étrangères et des matières plus culturelles comme la peinture, la musique, le théâtre. Les élèves de Madame Campan jouaient très régulièrement des pièces de théâtre et Napoléon en particulier vint assister à une pièce de théâtre à l'hôtel de Rohan. L'empereur vint 4 fois à Saint-Germain-en-Laye au cours de cette période jusqu'en 1807. Et là, il reconnut encore plus la qualité d'enseignante de Madame Campan et décidait d'ouvrir un établissement pour l'enseignement des orphelines, des légionnaires de la Grande Armée. Il lui confia la réalisation et la direction d'un établissement d'enseignement à Écouen. Par la suite, l'empereur Napoléon m'a demandé de participer à la création des écoles de la Légion d'honneur. Et la première création, la première école s'est ouverte ici, à Saint-Germain-en-Laye, avec un internat important. Et par la suite, une deuxième école que je suis allée diriger aussi, s'est ouverte à Saint-Denis. Vers 1819, Madame Perrier rencontre l'abbé Pourchaud, curé de Saint-Germain. Il crée la congrégation des Sœurs de la Nativité de Jésus. La congrégation de la Nativité développa jusqu'à la fin du siècle son pensionnat de la Nativité. Il comptait environ une centaine de pensionnaires, enfants de la ville. Le pensionnat continua jusqu'en 1901 où les lois de séparation de l'Église et de l'État et de l'expulsion des congrégations religieuses et la fermeture des pensionnats religieux conduisit entre 1904 et 1906 au départ des religieuses
à l'abandon du caractère religieux de ces établissements, mais des laïcs poursuivirent l'œuvre d'éducation chrétienne sous la direction de mademoiselle Langlois, qui devint directrice de l'Institut d'enseignement des jeunes filles de Saint-Germain-en-Laye, qui se perpétua jusqu'en 1947. Nous arrivons alors à la période de la Première Guerre mondiale. L'Institut de la Nativité fut concerné immédiatement. Cette institution accueillit dans ses locaux un hôpital auxiliaire. Les élèves suivent leur cours à Saint-Thomas-de-Villeneuve. Après la guerre, les religieuses en civil qui avaient œuvré pendant toute cette période reçurent l'autorisation de reconstituer leur congrégation, mais en étant toujours en tenue civile. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'établissement au niveau du secondaire quitta Saint-Germain et se réfugia à Pont-le-Voix, un petit village près de Romorantin, où existait une annexe de l'école créée par la Nativité dans les années 1880 à 1900. L'Institut est occupé par les militaires français, puis l'armée allemande, qui arrive à Saint-Germain en juin 1940. Les élèves reviennent à Saint-Germain en octobre de la même année. L'établissement put fonctionner pendant la guerre dans des conditions difficiles car matériellement les approvisionnements étaient rares et notamment pour le chauffage. Il faisait particulièrement froid pour les pensionnaires et dans les classes et la nourriture était chiche. L'école vivait et elle bénéficiait de la présence d'un corps enseignant et de religieux particulièrement chaleureux et importants. Je citerai le père Paloriès, un grand philosophe qui écrivit des traités de philosophie importants, l'abbé Lebas, et puis le père de Porcaro, qui fut un vicaire extrêmement apprécié et animé au niveau de la jeunesse de Saint-Germain. Après la guerre, les difficultés de vocation des religieuses de la Nativité firent que l'école eut beaucoup de mal à perpétuer sa vocation d'enseignement et d'éducation chrétienne. Heureusement, la congrégation des Sœurs de la Retraite d'Angers, avec l'accord des autorités religieuses, reprirent l'école de la Nativité et lui donnèrent une nouvelle naissance. Ces religieuses portaient l'habit. Elles avaient une coiffe particulièrement curieuse, en forme d'une fenêtre gothique. L'ordre de la retraite donc continua son œuvre avec des directrices, sœur Germaine Costa, sœur Anne Prigent, qui marquèrent très positivement la vie de l'Institut Notre-Dame, dont c'était maintenant le nom depuis l'arrivée des religieuses de la retraite d'Angers. Et puis là encore, une diminution des vocations fit que la congrégation dut se résoudre à décider d'abandonner la direction de l'Institut Notre-Dame, mais de la confier à une direction laïque. J'ai découvert une congrégation religieuse, les Sœurs de la Retraite d'Angers, extrêmement ouverte au monde. Je me suis toujours sentie assez proche d'elles. On se comprenait très bien et elles ont toujours soutenu toutes les initiatives de l'école qui allaient dans le sens d'un progrès, d'une ouverture. Tous les établissements scolaires devenaient mixtes. Donc on s'est mis d'accord avec le directeur de Saint-Hérambert, monsieur le Rigoleur à l'époque. On s'est mis d'accord pour rendre mixtes nos établissements respectifs. Voilà, alors je crois que ça a été plus facile à Notre-Dame qu'à Saint-Hérambert, parce que je crois que les parents ont plus hésité à mettre leur fille dans une école de garçons qu'à mettre leur garçon dans une école de filles. Dommage, on était tranquilles entre filles. Voilà, ça s'est très bien passé. Alors ça a été l'occasion pour nous aussi de supprimer l'uniforme, parce qu'on s'est interrogé en se disant qu'est-ce qu'on fait,
Et puis on se dit, bon, dans le fond, l'uniforme, c'est un peu obsolète. Il n'y avait pas d'uniforme à Saint-Hérambert, donc on se dit, bon, il n'y a pas tellement de raison de garder cet uniforme. Donc on a fait les choses à peu près concomitamment. Les religieuses de la retraite d'Angers décidèrent de vendre les terrains sur lesquels était l'Institut Notre-Dame. On s'est développé, on est devenus nombreux sur le site de la rue des Ursulines. Et puis on n'avait pas du tout les laboratoires qu'il fallait, on n'avait pas du tout les installations sportives qu'il fallait. Donc on a imaginé que il fallait peut-être qu'on déménage et qu'il y avait à ce moment-là un grand terrain possible sur la zone du plateau de Bel-Air. Donc on l'a fait bien sûr appuyé complètement par M. Péricard, qui était le maire de l'époque. Voilà, nous venons de passer quelques minutes ensemble, mais ces minutes sont en fait une éternité puisqu'elles se déroulent sur 5 siècles d'histoire. Nous avons surtout essayé de connaître mieux l'histoire de l'établissement dans lequel vous faites vos études. J'ai envie que les jeunes deviennent des adultes debout, qui ne subissent pas ce qui se passe dans la vie, mais qui soient capables de se positionner, de faire des choix. Nous sommes des passeurs de mémoire, des passeurs d'histoire. Ce que vous avez reçu parce qu'un grand nombre de gens ont œuvré pour que vous puissiez recevoir cet enseignement et cette foi, eh bien c'est à vous maintenant de le continuer, de le perpétuer. C'est ce en quoi je suis content d'avoir pu, avec l'équipe et la communauté actuelle qui vit dans cette école, pouvoir réaliser ce moment de mémoire filmé pour que vous le découvriez et que, au travers de lui, cela vous encourage à poursuivre. Merci.